Blochelet Cuisine à Estavayer, une entreprise familiale qui fabrique votre cuisine sur mesure, vous présente À l'ombre du baobab. Présenté par Thierry Savary. Alors quoi, on part sac au dos ce matin ? Oui, sac au dos, en bus. Enfin, on va utiliser plusieurs moyens de transport, à vrai dire. Mais d'abord, un bus, un Fiat Ducato, pour ne pas le citer, qui a quand même quelques années au compteur, plus de 180 000 kilomètres. Mais ça, ce sera l'objet de la discussion aussi tout au long de cette émission avec ce matin Nathalie Ramu. Bonjour Nathalie. Bonjour. Et puis Fabien Mélan. Bonjour Fabien. Bonjour. Qui nous ont rejoints pour nous parler de ce voyage qu'ils ont effectué, entre autres de ce voyage, puisque Fabien, on s'était déjà parlé il y a quelques temps de cela. Absolument. À propos d'un festival. Pour le festival Open Rock qu'on a organisé au mois de novembre à l'Amalgame, puis pour faire un petit peu la promotion, puis parler de l'association Achat Bengale. Voilà, festival qui se tient à l'Amalgame à Yverdon, oui. Précisément, qui en est à sa combienième édition ? C'était la 7e édition. Tout à fait. Oui. Et ça, c'est un festival qui a été mis sur pied pour récolter des fonds pour le but de cette association Achat Bengale. Exactement, donc ça fait 7 ans qu'on organise le festival. L'association, elle existe depuis 2003. Le festival reste justement l'élément un peu phare pour récolter une somme assez importante d'argent. Puis cette année, grâce au festival, on a pu récolter 17 000 francs de bénéfices pour les projets en Inde. Le festival s'intitulant Open Rock Festival. Exactement. De l'espoir à travers le rock'n'roll. Grosso modo. Avec aussi pour ce festival, la particularité de faire jouer la plupart du temps des groupes suisses aussi. Oui, tout à fait. Ben, c'est ça qui est bonnard, c'est qu'on a une telle qualité de musique en Suisse. Et puis après, c'est d'aller à la rencontre de ces groupes, les sensibiliser justement à quels sont les projets en Inde, et puis de leur demander s'ils acceptent de jouer le jeu, de venir, et puis bien leur expliquer que leur venue va vraiment permettre de développer des projets assez importants à Calcutta, au West Bengal. Et puis ça nous permet vraiment d'avoir des belles rencontres avec ces groupes et puis d'organiser un festival avec une super ambiance et qui fonctionne toujours très bien. Alors vous travaillez les deux, vous organisez ce festival, vous avez voyagé, etc. Ça me paraît lourd, tout ça, enfin compliqué. Non, riche. Oui, alors riche, bien sûr. Avant tout, c'est riche parce que ça, avec Nathalie, ça nous permet vraiment de faire plein de choses, de vivre une vie, moi je trouve à 100%. Et puis c'est des belles rencontres, c'est des belles choses qui nous ouvrent sur des beaux horizons en tout cas. Absolument. Alors les rencontres, ça va, Nathalie, c'est l'essence même de tout ce que vous faites aussi. Tout à fait, oui. À travers aussi bien le festival, rencontre pour les artistes, avec les artistes, etc. Et à travers le voyage que vous avez effectué. Donc là, quand vous avez effectué ce fameux voyage dont nous allons parler, qui a duré 9 mois environ. Exactement. Comment est-ce que vous avez fait vis-à-vis du festival ? Il y a d'autres gens également, Nathalie, qui sont occupés ? Alors on est 8 dans l'association et puis les autres se sont pas sentis de faire le festival l'année où on n'était pas là. C'est vrai que ça leur a fait aussi bizarre qu'on soit pas là lors du festival, donc ils ont décidé de faire autre chose. Et puis ils ont fait une manifestation au Globule, justement à Bulle. À Bulle. Ah bah oui, Globule à Bulle. Ah bah voilà, et on passe un lien avec la région. Tout à fait. Extraordinaire. C'est bien, Nathalie, Fabien, vous êtes d'entrée de jeu dès le départ, les deux parties prenantes pour le festival, l'association. Exactement. Oui, tout à fait. Donc, pour ma part, moi, ça fait depuis 2001 que je me rends en Inde, et puis depuis 2003 que j'ai créé l'association Achat Bengale. Puis Nathalie, tu nous as rejoint en 2007. En 2007. Et ton premier voyage en Inde ? En 2007. En 2007 également. D'accord. Mais en avion. Cette fois-là. Alors ça, le voyage dont on parlera est un petit peu plus compliqué du point de vue des moyens de transport, enfin plus diversifié, on va dire. Ouais, plus intéressant. Plus intéressant certainement. Que l'avion. Parce que là, on prend le temps de voir les choses et de vivre avec les gens. Exactement. On allait à la rencontre des gens, que ce soit en Italie, puisque il a fallu passer par l'Italie aussi, au Pakistan et en Inde, puisque ce fut le but final aussi du voyage. Qu'est-ce qui vous a de tout temps intéressé, interpellé par rapport à ce pays qu'est l'Inde? On va commencer peut-être par Fabien, puisque c'est toi le premier qui était rendu en Inde, et je crois que tu y es allé bien quelques fois. Oui, alors justement, le voyage qu'on a fait cette année, c'était le 10e voyage en Inde. Puis moi, pour ma part, je suis parti donc en 2001, la première fois, 6 mois, dans la région de Calcutta, en tant que bénévole, pour aller travailler dans un centre avec des enfants en situation de handicap. Et puis c'est sûr que d'avoir vécu comme ça 6 mois dans ce centre par des responsables indiens, dans une campagne bengali, ça m'a beaucoup sensibilisé à la situation de ces gens, à la difficulté de leur vie, de la température, du climat, et puis aussi de voir avec quelle énergie ils ont envie de s'en sortir, de travailler, de faire des choses, l'envie d'aller plus loin pour les enfants, de tout simplement aller à l'école, d'étudier, et puis vraiment d'aller en avant. Et puis en rentrant
du premier voyage après ces 6 mois. Ça m'a beaucoup bouleversé. Après, c'est sûr que les gens qui font un voyage en Inde, je pense que c'est quand même pas un voyage qui est anodin. Il y a une culture qui est très forte. Il y a énormément de choses qui nous perturbent, qui nous intriguent, et puis qui soit qu'on va adorer ou soit qu'on va détester, parce que c'est très compliqué. Et l'Inde, c'est ça qui est génial, c'est que un jour on adore, enfin un jour même, dans la même journée, je dirais, on va adorer, et on va tout de suite les détester, on va vouloir rentrer. Mais ça apporte beaucoup de choses et c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Nathalie, même sentiment par rapport à l'Inde? Oui, bon, moi ça s'est fait différemment parce que avec Fabien on se connaît depuis tout petit. Et puis c'est vrai que je connaissais son parcours, et j'avais beaucoup entendu parler de l'Inde, mais ça m'interpellait pas plus que ça. Et puis un jour, on s'est mis ensemble, on a formé un couple, et puis je me suis dit que si je voulais le garder, fallait que je monte dans le même wagon que lui. Donc en 2007, je suis partie pour la première fois là-bas. Et puis c'est vrai que je suis tombée amoureuse de ce pays, et puis ça m'a bouleversée. Et j'ai compris pourquoi il le faisait. D'accord. Et voilà, j'ai continué. Du coup, voilà, la route a continué dans cette direction, direction de l'Inde. Et puis, il y a eu la création alors de cette association Asha Bengal, suite, j'imagine, à ce que tu as pu vivre, voir et découvrir dans ce pays. Tu parlais de ce stage avec des enfants en situation de polyhandicap. Exactement. C'était ça. Après, c'était lors du premier retour, pouvoir récolter un petit peu des sous, les gens s'intéressaient, savoir qu'est-ce que tu allais vivre en Inde, qu'est-ce qui se passe, on pourrait te donner une petite somme, si tu y retournes, tu peux l'amener, etc. C'est parti un peu comme ça, en vendant des t-shirts, en organisant des petites choses comme ça, un petit peu à gauche, à droite. Et puis, en 2003, après 3 séjours en Inde, justement, on a décidé de continuer, mais plus sérieusement. Puis d'autres personnes qui étaient aussi parties en Inde, dans les mêmes centres, pour faire des stages de bénévoles pendant plusieurs mois, se sont dit, on va tous se mettre ensemble, puis on va créer quelque chose, justement, de plus concret, avec des statuts, une association. Et puis c'est comme ça qu'Asha Bengal est né. Et puis maintenant, justement, depuis 2003, avec ces personnes qui sont parties aussi sur place, on a un petit comité, et puis on se regroupe assez régulièrement pour organiser des manifestations, la sensibilisation, des marchés, festivals, des choses comme ça. Alors quels sont les buts poursuivis par cette association, J'imagine, on parlait d'enfants atteints de différents handicaps. C'est avant tout d'essayer d'améliorer, on va dire, leurs conditions d'existence. Exactement. Voilà. Donc nous, depuis qu'on a créé l'association, on a pu financer quand même passablement de choses. Maintenant, on suit régulièrement tout ce qui est au niveau orthopédique. Donc tout ce qui est pour la fabrication des prothèses, des orthèses, des attelles, des moyens auxiliaires de marche. Donc soutenir l'orthopédie pour pouvoir rééduquer ces enfants. Au niveau de la scolarisation aussi, on finance les salaires des professeurs. Et puis on soutient aussi le dispensaire, donc tout ce qui est au niveau de la distribution gratuite des médicaments sur place. Et puis grâce au festival, justement, quand on arrive à récolter des sommes assez importantes, on a pu construire un atelier orthopédique grâce au concert de 2010, de l'aquathérapie, l'agrandissement du centre. Donc pour dire, le centre, quand nous on l'a découvert en 2003, il avait une capacité de 35 à 40 enfants. Et actuellement, ils accueillent 60 à 65 enfants. Donc ça a doublé la capacité d'enfants grâce aussi à l'agrandissement du centre. Mais tout suit au niveau de la thérapie aussi. Ça, c'est très important. Et j'imagine alors que les fonds récoltés sont directement apportés sur place. Enfin, il n'y a pas 36 000 intermédiaires, etc. Donc c'est de l'aide directe. Absolument. Puis nous, on est des bénévoles, c'est-à-dire qu'on travaille tous à côté. Donc c'est vraiment une passion, quelque chose qui nous anime depuis un nombre d'années. Et puis on fait ça vraiment à côté de notre travail. Donc tout est fait directement en lien avec eux. Et ce qu'on peut rappeler, qui est très important, c'est que ce sont des responsables indiens qui travaillent depuis de nombreuses années justement avec l'handicap. Et puis ce sont leurs projets. C'est eux qui nous soumettent des projets. Et nous, maintenant, c'est clair qu'on a une confiance qui est énorme. On a un lien avec ces gens qui est très important. Et on est vraiment à leur service. C'est pas nous qu'allons demander d'installer telle et telle chose sur place. C'est vraiment leurs besoins, leurs demandes que nous, après, on va essayer de pouvoir financer depuis la Suisse. Ouais, de pouvoir combler. Asha Bengal, c'est le nom de cette association. ashabengal.com, A-S-H-A Bengal, B-E-N-G-A-L, le tout en un mot. Comme si vous voulez des informations supplémentaires sur cette association. Nathalie, c'est vrai qu'en Inde, alors je ne sais pas comment on considère, ou quel regard on porte sur le handicap, sur les enfants atteints de différents handicaps. C'est difficile, j'imagine. Même parfois plus difficile que chez nous. Oui, c'est assez dur du fait que ils sont quand même pas mal atteints. C'est des gamins on les voit par terre, des handicaps lourds, des handicaps vraiment lourds. Et moi qui suis
pas du tout dans ce milieu-là. C'est vrai que la première fois, j'ai quand même été vraiment touchée par ça, de voir ces pauvres enfants qui peuvent pas se mouvoir ou comme ça. Mais ce qui est beau, c'est qu'ils sont vraiment bien entourés. Les femmes s'en occupent vraiment bien, qui travaillent dans le centre, les didis, comme on les appelle, les grandes sœurs. Et c'est vraiment beau de voir ça. Ouais. Alors, ils sont pas forcément des enfants qu'on abandonne et qu'on rejette systématiquement. On voit un peu de tout, hein. Ouais. Donc il y a des familles vraiment qui suivent les enfants, qui viennent les voir toutes les semaines. Il y a énormément d'amour, mais il y a aussi des familles qui ont vraiment rejeté les enfants. Et il n'est pas rare que ces organisations récupèrent des enfants qui sont trouvés à la gare. Parce que les familles s'en débarrassent tout simplement et les enfants finissent à la gare pour aller mendier. Donc il y a vraiment plusieurs situations selon la famille, selon l'acceptation de la famille, et aussi selon les croyances de la famille, hein, parce qu'il y a aussi tout un niveau culturel qui est très compliqué. Et justement, ça dépend toujours. Mais certains enfants, oui, sont abandonnés, mais il y a quand même beaucoup d'amour et on voit beaucoup de parents, de familles qui viennent trouver les enfants. C'est un pays de contraste, hein, quoi qu'il en soit. Absolument. Alors ça, c'est de multiples contrastes. Il y a pas une vérité là-bas. Non. Et puis voilà, moi pour ma part, ça fait 10 ans que j'y vais. J'aurais peut-être passé plus de 2 ans sur place. J'ai appris le bengali aussi, donc je me suis quand même passablement investi. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Mais après, de dire que je connais l'Inde, jamais je me permettrais de dire que je connais l'Inde. Je ne connais même pas le Bengale, parce que si je sors de la région du Bengale puis je vais un petit peu plus au sud du Bengale, ce sera différent. Donc c'est vraiment très compliqué. Puis je crois que quand on parle de l'Inde, il faut vraiment parler avec beaucoup d'humilité, parce que c'est un pays qui est très compliqué. Ouais. On va écouter un petit peu de musique. On revient au voyage d'ici quelques instants. The Rambling Wheels, ce ne sont pas indiens mais suisses. Neuchâtelois. Neuchâtelois. Ça fait partie des musiciens qui ont joué dans le cadre du festival que vous mettez sur pied pour récolter des fonds. The Rambling Wheels. Rambling Wheels sur Radio FR, l'ombre du Baobab, un groupe neuchâtelois suisse que l'on connaît bien sur Radio Fribourg, Radio FR bien sûr, avec nos invités du jour Fabien Méléan, Nathalie Ramu, pour parler de l'Inde, à la fois d'une association, on en parlait tout à l'heure à Bengal, d'un festival dans lequel se sont produits également The Rambling Wheels, le Hope and Rock Festival, dont nous avions parlé il y a quelques temps de cela, puisqu'il s'est déroulé à Yverdon. C'était quoi, au mois de
novembre. Les 2 et 3 novembre. Oui, 2 et 3 novembre, voilà. Et là, on va parler d'un voyage. Votre voyage, un des nombreux voyages que tu as effectué, Fabien, un voyage un peu plus conséquent, enfin, pour l'un et pour l'autre, mais à la découverte de nombreuses contrées avec toi, Nathalie. Ce voyage qui était un voyage né aussi d'un rêve, Fabien, et surtout d'une envie de fêter ce 10e voyage en Inde de manière un peu particulière. Exactement. Donc voilà, 10 voyages en avion, enfin 9 voyages en avion, entre la Suisse et puis l'Inde, et puis toujours cette envie, toujours la même chose, c'est de regarder à travers l'hublot quand on traverse certains pays, puis de se dire mais qu'est-ce qui se passe là-dessous, comment est-ce que la vie, comment est-ce que les gens vivent là-dessous. Il y a tellement de pays qui nous séparent justement jusqu'à l'Inde, et puis d'arriver depuis la Suisse, voilà, on part de Genève et on arrive à Calcutta. Ça prend 12 heures, quoi. Ouais. Et c'est un choc qui est quand même assez conséquent. Et c'est vrai que se dire qu'on a toujours voyagé comme ça, sans prendre le temps, et toujours ce choc d'arriver comme ça en Inde, ça m'a toujours travaillé. Et puis, voilà, les 10 ans, le 10e voyage en Inde, puis de se dire, on va voyager une fois différemment. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire ce voyage? Comment est-ce qu'on va se rendre en Inde? Et puis, en discutant avec Nathalie, on parlait de différents moyens de transport, et puis on avait envie de prendre du temps surtout. Ça, c'était ce qu'on avait envie de faire. Et puis, on avait acheté déjà un vieux Fiat Ducato depuis 2 ans, qui avait déjà pas mal de kilomètres, de nombre. 180 000, ouais, mais des années 80. Donc vraiment le tout premier vieux modèle, moteur carburateur, enfin vraiment un tout vieux modèle, qui était aménagé pour dormir dedans. Puis en discutant, je dis à Nathalie, mais ce serait bien si on pouvait prendre ce bus et puis partir depuis Grandson pour rejoindre Calcutta. Et Nathalie était enthousiasmée, hein? Non, alors pas du tout. Je me suis dit, voilà, ça demande ses délires, ça va pas du tout. Jamais je pensais pouvoir faire ça. Je me disais, c'est impossible, Non, je me disais, mais il faut qu'il revienne sur Terre, là. Ouais. Je suis pas d'accord. Et puis il a réussi à me convaincre. Quand même, finalement. Quand même. Ouais. Persuasif. Oui. Oui, puis c'était ça, c'était de pouvoir partir, de pouvoir prendre le temps, et puis d'aller à travers tous ces pays. Et puis voilà, justement, pour moi, mon rêve, c'est de découvrir tous ces pays qui nous séparent, aller à la rencontre des gens, voir les différentes cultures, puis prendre le temps pour arriver gentiment en Inde. Alors vous avez fait 9 mois de voyage, 3 mois en bus véritablement, 3 mois où vous êtes resté en Inde, un peu sur place, oui. Où le bus est revenu par ses propres moyens. Ouais, tout à fait, exactement. Vous l'avez renvoyé en Europe, mais ça fait partie du jeu aussi. Quand on part avec son propre véhicule, on doit signer des papiers, etc. On doit rapatrier son véhicule. On peut pas faire comme on veut. Ouais. Exactement. On n'est plus dans les années 70 où il y avait justement des gens qui descendaient facilement puis qui abandonnaient carrément les véhicules. Donc ça a changé quand même. Là, les pays se sont dit ça suffit là. Oui, et puis si on abandonne, on paye beaucoup maintenant. Ouais. Certainement plus que la valeur même du véhicule. Ouais, beaucoup plus. Alors ça c'est sûr, parce qu'il valait plus rien. Donc il valait mieux le renvoyer. Enfin, vous avez fait 3 mois, les 3 derniers mois, sac à dos. Alors cette fois-ci, de manière différente, en utilisant tous les moyens de transport publics connus à ce jour. Oui. Peut-être d'autres encore, mais en quoi qu'il en soit. Donc vous avez beaucoup voyagé. La route, je rigolais tout à l'heure, on parlait de l'Italie, parce que c'est vrai c'est le début du voyage finalement, l'Italie. Quels sont les pays que vous avez traversés jusqu'en Inde? Alors on a parti d'ici, on a traversé l'Italie, la Grèce, la Turquie, l'Iran, le Pakistan et puis l'Inde. Oui, alors donc ça fait quelques pays quand même, quelques pays un peu chauds, en tout cas dans l'esprit des gens ici. Oui. Quand on parle de l'Iran, du Pakistan, je crois qu'effectivement vous avez vécu des choses assez parfois difficiles et assez spéciales, particulières au Pakistan. Alors même que l'Iran, par contre, Fabien, était plutôt sympa. Voilà, puis c'est ça, c'est des pays c'est sûr qu'on a une mauvaise presse. Et puis nous, on est contents justement de pouvoir parler de l'Iran aussi en disant que c'est vraiment un pays fantastique où il n'y a pas eu un jour sans une rencontre avec des Iraniens qui viennent vers nous, qui nous posent des questions, qui sont intéressés, qui sont ouverts, qui nous invitent pour prendre le thé, qui nous invitent pour manger, pour aller chez eux. Et on a fait vraiment les plus belles rencontres, je pense, qu'elles étaient en Iran. Des familles qui nous ont accueillis sans rien nous demander. Et vraiment une ouverture d'esprit énorme et une culture fantastique. Je pense même qu'en Iran, on n'a jamais été vraiment seul. Les moments où vraiment on en avait marre, parce qu'il y a des fois où il y avait tellement de monde qui venait autour de nous pour nous poser des questions, pour regarder le bus, qu'on a dû même s'enfermer dans le bus. Il y a 1 ou 2 fois, on avait besoin d'être un petit peu tranquille. Mais c'était bien justement qu'on connaissait déjà un petit peu l'Inde, qui est quand même vraiment assez, il y a vraiment beaucoup de monde. Donc on avait déjà quand même un petit peu l'habitude. Mais c'est vrai qu'en Iran, il y a des moments, c'était un petit peu le zoo. Ils venaient vraiment nous trouver, nous regarder comme ça, à une dizaine, quinzaine de personnes autour de nous.
nous autour du bus. Et là, on était contente quand même une ou deux fois de pouvoir être un petit peu vous tranquille. isoler. Hein. Ouais, absolument. Mais vraiment des gens adorables, des gens très touchants et une culture, un pays fantastique. Avec comme langue de communication l'anglais, j'imagine. Le persan. Un petit Le farsi, le perse, c'était pas évident parce que c'est vrai que ils parlent pas forcément tous très très bien anglais. Hein. Et on a appris un petit peu quelques mots de perse, mais après, bon, c'est vrai que quand on a pu dialoguer avec des gens plus longuement, c'était en anglais. Hein. Avant tout. Tout, oui. Alors l'Iran, c'était une chose. Juste avant, il y avait la Turquie, le pays kurde aussi, qu'ils avaient traversé. Aussi des paysages fantastiques, extraordinaires. Ouais. Et des gens qui nous invitaient toujours à boire le thé. C'était génial en Turquie. À chaque fois qu'on s'arrêtait pour faire le plein dans les stations-service, à chaque fois c'était mais vous payerez après. Allez, on boit le thé, on mange, on prend le temps, rester. Même qui parlaient pas forcément anglais, on communiquait avec des mots simples. Et on partageait vraiment beaucoup avec ces gens. C'était vraiment super. Ouais, tout à fait. Donc vous avez appris plusieurs langages pour communiquer. Oui. Différents types de langages. Surtout celui des mains. Hein. Oui, mais ça fonctionne. Le plus universel, c'est sûr. Le langage du cœur aussi. Je pense que les émotions complètement. Peuvent être ressenties et vécues, quel que soit le langage que l'on adopte. Hein. Tout à fait. Oui. Et puis par la suite le Pakistan. Alors le Pakistan, c'est vrai que là c'est un pays dont on parle beaucoup malheureusement pour des conditions aussi parfois un peu difficiles. Hein. C'est un pays qui est à la frontière aussi de l'Afghanistan, etc. Enfin, on parle en mal, on va dire, la plupart du temps du Pakistan parce qu'il s'y passe un certain nombre d'événements conflictuels, dangereux. Et je crois que là vous avez aussi senti ce danger permanent, Nathalie, dans ce pays. Alors bon, nous, quand on préparait le voyage et qu'on nous parlait du Pakistan, nous on était vraiment partis pour rester plusieurs mois. Enfin, on avait un visa de 2 mois. On voulait monter jusque dans le nord du Pakistan. Et puis c'est vrai que quand on était en Turquie, il y a eu l'enlèvement du couple de Bernois. Et du coup, ça nous a pas mal refroidi. Et ça a fait peur à nos familles, à nos amis, à notre entourage, qui nous disaient vraiment allez pas. Et même nous, on s'est vraiment remis en question par rapport à ça. Et au fur et à mesure, on s'est dit mais non, mais on est qu'en Turquie, on a encore tout l'Iran à traverser, on va se renseigner sur le pays, on va sûrement rencontrer d'autres voyageurs qui vont en revenir, qui pourront nous renseigner. Il y a peut-être d'autres voyageurs qui vont y aller, on pourrait peut-être faire un convoi tous ensemble. Et puis c'est vraiment petit à petit, en allant, en finissant la Turquie, en traversant l'Iran, qu'on s'est dit bon allez, on y va. On y va. Au-delà mais très prudent, quand même très prudent. Hein. Et puis ce qu'il faut signaler justement, c'est que toute la traversée du Balouchistan, donc la partie qui est frontière avec l'Afghanistan, s'est fait sous escorte. Et puis on n'est pas sorti des sentiers battus. On n'a pas dormi dans le véhicule, on est allé à l'hôtel, donc on a quand même respecté toutes les consignes de sécurité. Ouais, absolument. Donc on n'était pas imprudent non plus. C'est sûr qu'après, vu d'ici, quand on parle du Pakistan, puis de dire vous avez traversé le Pakistan, ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est clair que sur place c'est quand même différent. En prenant toutes les informations, c'est sûr qu'il y avait eu un enlèvement, mais maintenant de nombreuses personnes traversent le Pakistan, un petit peu moins peut-être maintenant, et c'est extrêmement rare. Ouais, si on prend la moyenne des voyageurs, voilà, c'est quand même les risques sont bel et bien là, mais enfin pour vous les choses se sont plus ou moins bien passées, on va dire. Plus ou moins, oui. Et vous étiez, comme tu le disais, vous étiez escorté. Alors ça c'est quelque chose d'assez hallucinant. Finalement, vous ne pouviez pas faire autrement, cela dit, que d'être escorté. Et puis on voulait pas faire autrement surtout aussi. Ça c'était sûr que cette région on n'allait pas la traverser tout seul. Et puis l'escorte, c'est un militaire, c'est une milice qui est dans le véhicule avec nous ou dans une Jeep devant qu'on doit suivre, mais finalement c'est une personne avec une vieille Kalachnikov qui n'a pas servi depuis de nombreuses années. Donc je pense que c'était pas. Après s'il y a quelque chose qui se passe, quelque chose se passe, hein, ça c'est sûr. Mais maintenant c'était pour nous vraiment un ticket d'entrée dans chaque région qui nous permettait de passer tous ces villages sans avoir de problème aussi. Donc c'était quand même pour nous très rassurant d'être avec quelqu'un du pays et qui puisse nous faire passer ces différentes régions qui sont d'abord la première qui est vraiment un désert de 650 à 700 kilomètres. Donc ça aussi c'est des images qui sont fantastiques. On est sur une route simple où il y a que des camions. Et c'est vraiment, c'est la traversée du désert, hein, ça c'est sûr. Avec tout ce que ça comprend, ensablement, etc. Ensablement et compagnie, beaucoup de solidarité avec les chauffeurs pakistanais qui nous ont bien aidés aussi à nous sortir de certaines embûches. Et puis ces paysages qui sont fantastiques. Quand on commence à voir des convois de chameaux, de dromadaires comme ça, c'est des images qui sont fantastiques, quoi.
Ouais, j'imagine que vous êtes encore plein d'images, hein. Ça fait quand même quelques temps que vous êtes rentré, mais ces images ne vous quittent pas, Nathalie. Non, c'est pas possible. C'est vrai qu'on en parle souvent, et puis ouais, ça fait partie de nous, de toute façon, de notre histoire et puis de notre vie, quoi. On peut plus vivre sans ça, sans ces souvenirs, et puis c'est inscrit. D'où l'envie de repartir, de refaire quelque chose, j'imagine. Par la suite. Oui, oui. Ah oui, envie de pouvoir reprendre la route, d'avoir à nouveau ce sentiment justement de liberté, hein, il faut dire ce qu'il y a, de pouvoir aller à gauche, à droite, comme on veut, et puis d'aller à la rencontre des gens, de voir ces paysages, et puis de rencontrer d'autres voyageurs. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui était fantastique. Donc Nathalie était gentille, elle m'a laissé me racheter un nouveau bus pour aménager avec de la place pour les enfants, hein, aussi. Ah ouais, ah bien. Et pourquoi pas justement reprendre la route plus tard avec en famille, comme de nombreuses familles suisses le font aussi. C'est vrai. Donc, voilà, donc de faire ça peut-être sur une année avec une famille, puis de reprendre la route. Ben, vous reviendrez nous en parler. Avec plaisir. Cela dit, c'est vrai que il était peut-être utile de changer de bus, hein, parce que le bus il a dû souffrir d'une part. Oui, il existe toujours. Hein. Il est toujours chez nous, mais c'est vrai qu'il a bien souffert. Et puis il était passablement modifié sur la route. Et puis après il y aura justement une expertise en Suisse qui sera peut-être un petit peu plus compliquée. Et puis plus de place justement après s'il y a des enfants. Donc voilà. Puis de repartir sur un nouveau projet aussi, Nathalie. Non, quoi qu'il en soit, il faut aussi avoir l'âme un peu bricoleur, hein, quand on entame ou on entreprend ce genre de voyage. Voilà, aussi comme au Pakistan, on a eu un problème, avec des conditions des routes qui sont vraiment très difficiles. On a tapé sur le carter moteur, donc c'est le réservoir où il y a toute l'huile du moteur, et puis sans huile, on fait, je pense, 10 km. Donc là, on a tapé le carter, il y a toute l'huile qui coulait sur la route, et on a eu de la chance qu'on avait encore des résines époxytes ou des choses comme ça pour pouvoir faire une petite réparation d'urgence, pour pouvoir encore faire quelques kilomètres. Et puis sur place, après, au Pakistan, et puis même, dès le moment qu'on est en Turquie, et en Pakistan, c'est des gens qui sont tellement débrouillés. Et puis le véhicule a été réparé en histoire de 2-3 heures. Et puis depuis, il est encore plus étanche que ce qu'il était à l'origine. Voilà, on arrive déjà au terme de cette émission. Par la suite, il y a eu l'Inde, bien sûr, que vous connaissiez, hein, où vous êtes resté un certain temps. Les pays d'Asie aussi, hein, Thaïlande, Cambodge, ça c'était sur le retour plutôt. Le Tibet, le Népal. Le Tibet, le Népal. Donc il nous faudrait une semaine, je pense, pour raconter toutes vos aventures et cette histoire. Par contre, si vous voulez en savoir plus, vous avez un site aussi sur lequel on peut aller se renseigner et revivre un peu cette aventure. Hein, oui, c'est www.passepartout.ch. Passepartout en un mot. Passepartout en un mot et sans le T à la fin. Et sans le T. Ah, d'accord. Ah. Passepartout sans T à la fin.ch. Et puis pour les personnes qui sont aussi intéressées, il va y avoir un film qui va être réalisé. Justement, on est dessus maintenant. Et on va faire des diffusions dans différents endroits. Et puis ces sous serviront aussi, si on récolte des sous, pour l'association Asha Bengal pour les projets en Inde. Je vous remercie d'être venu ici ce matin, pas en bus je pense, mais ou quoique. En voiture. En voiture, d'accord. Et puis les aventures peuvent se poursuivre sur votre site www.passepartoutsantéalafin.ch si vous voulez en savoir plus, et le site de l'association dont nous avons parlé également, ashabengal.com, ashabengal.com. On écoute et on se quitte avec Kera, un autre groupe suisse qui a participé aussi au festival Open Rock. Oui, et qui nous a aussi suivis pendant le voyage. Merci beaucoup, et ce sont des musiques qui vous ont accompagné également. Merci Nathalie, merci Fabien. Merci Thierry. Belle route à vous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.